on passe dans le vif du sujet. Ils sont devant vous. Ils sourient. Ils sont prêts. C'est un tout petit peu crispé. Mais ça va très, très bien se passer. J'aimerais vraiment que, avant que la première candidate monte sur scène, vous leur fassiez un énorme applaudissement parce que de toute façon, ils l'ont mérité. Par souci d'équilibre, on va procéder de manière très simple, par ordre alphabétique. Ils sont rangés, juste là. Ils savent très bien quand ça sera leur tour. Et on va commencer par la première. Je suis ravie d'accueillir sur scène Céline Beau. Pas plus de son ? Non. Merci. Traditionnelle petite question avant de commencer. Il y a une particularité dans votre parcours, Céline. Vous enseignez en même temps que vous étudiez. Est-ce que ces périodes d'enseignement, ce temps avec des plus jeunes, avec des adolescents, ça vous a aidé à vous préparer pour ce soir ? Oui, je pense que ça aide un petit peu quand même pour apprendre, enfin avoir l'habitude de parler au public. Mais je dois quand même dire que des ados de 16 ans, c'est pas la même chose qu'une salle pleine comme hier ce soir, avec un jury en plus. Donc oui et non, oui et non. Bien, donc c'est vous qui allez ouvrir les feux. Je vous souhaite bonne chance et bonne intervention. Merci. Qui suis-je ? Quelle est ma personnalité ? Moi, je suis fribourgeoise et fière de l'être. Et vous ? Qui êtes-vous ? Voyons voir. J'ai envie de connaître un peu mieux mon public. Levez la main si, comme moi, vous vous définissez comme fribourgeois. Maintenant, levez la main si vous vous définissez comme autre que fribourgeois. Vaudois, bernois, français, italien, espagnol. Et enfin, levez la main si vous vous définissez comme ayant plusieurs origines, plusieurs identités. Merci. On le voit, l'identité, c'est variable et propre à chacun. Moi, j'ai vécu une année en Irlande du Nord. Vous savez, ce petit bout d'Irlande qui n'est pas irlandais, mais rattaché au Royaume-Uni. Eh bien là-bas, on ne badine pas avec l'identité. On est irlandais ou britannique, catholique ou protestant, mais pas les deux, jamais. Pourquoi ? Pourquoi cette division identitaire et d'où vient-elle ? Du XVIIe siècle notamment, et des différents groupes sociaux qui vivaient en Irlande à l'époque. Avec mon travail, je cherche à comprendre qui étaient ces Irlandais du XVIIe siècle et comment est-ce qu'ils se définissaient. J'analyse des textes de l'époque, des pamphlets et des sermons, ainsi que l'identité de leurs auteurs. J'analyse surtout le vocabulaire et les mots utilisés. Les auteurs parlaient-ils déjà d'irlandais et d'anglais ? Ou parlaient-ils plutôt religion avant de parler nation ? Quels termes utilisaient-ils pour parler d'eux-mêmes, de leur groupe et des autres ? Par exemple, les Anglais sont arrivés en Irlande en plusieurs étapes entre le XIIe et le XVIIe siècle. À un moment donné, les Anglais fraîchement débarqués sur l'île se sont mis à appeler leurs compatriotes déjà installés les Anglais dégénérés, parce qu'ils s'habillaient, se coiffaient et montaient à cheval comme des Irlandais, des barbares. Ce sont précisément ces différences culturelles, religieuses, identités multiples, qui ont mené à la création des deux Irlandes que nous connaissons aujourd'hui et qui constituent l'essentiel de mon travail. Parce qu'au fond, savoir qui on est et d'où on vient, c'est important. Moi, par exemple, à 15 ans, fribourgeoise, j'étais ultra fan de Gauthieron. Et il ne fallait surtout pas me parler des Lausannois, des Bernois, ah oui, et des Luganais maintenant. Mais au fond, je suis tellement plus que tout cela aujourd'hui. Alors, et vous ? Qui êtes-vous ?
Ça va? Baptême du feu? Baptême du feu, mais ça va mieux. Une petite question. On a parlé d'identité, là. Passer une année en Irlande, quand on fait une thèse en histoire, c'est plutôt le rat de bibliothèque, les livres, etc. Passer une année en Irlande, ça aide ou ça perd un peu? Ça aide beaucoup, mais c'est pas que la bibliothèque, il y a aussi les pubs. On a l'occasion de se rendre compte des différentes identités culturelles qui sont encore vraiment, même aujourd'hui, c'est très marqué. Vraiment, au quotidien, on s'en rend compte. Je pense que la salle a pris note que mener une thèse peut conduire au pub. C'est la leçon de la première. Il faut savoir se lâcher un peu. Absolument. Merci beaucoup. Céline. Merci à tous. J'ai 2 micros maintenant, c'est super. Vous allez voir aussi parmi nos candidats, il y a quelque chose que je trouve très intéressant ce soir, c'est que ils viennent de partout. Faire une thèse, on vient de le dire, c'est pas seulement les livres, il y a des parcours, les gens bougent, les gens voyagent, vont d'une université à l'autre, et ça donne des parcours très intéressants. Je suis très contente d'accueillir maintenant sur scène Yaya Boutefnouchet. Yaya, je dis ça comme introduction parce que je vous ai rencontré il y a 3 semaines, un petit mois. Et le jour où je vous ai rencontré, vous étiez à Fribourg depuis une demi-journée. C'était un peu ça. Vous êtes bien installé maintenant? Ça va? Ça va. Donc, il arrive à Fribourg. La première chose qu'il fait, c'est s'inscrire à ma thèse en 180 secondes. Donc, on a des Fribourgeois qui vont en Irlande pour aller au pub, on a des Algériens qui vont étudier en France pour venir faire une thèse à Fribourg et se retrouvent sur la scène du Nouveau Monde ce soir. Je pense qu'on peut apprécier le parcours. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc je vous laisse la scène. Oui. D'accord. Vous avez certainement tous déjà entendu parler de la crise. Le monde est en crise, en ce moment c'est la crise, l'euro est en crise, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait cette crise? Quelles en sont les raisons? Et quelle serait éventuellement la solution? En 1999, on a décidé d'unifier les systèmes bancaires d'un certain nombre de pays européens. On décida que désormais, un franc français était égal à un Deutschmark, et qu'un Deutschmark était égal à une lire italienne, et que toutes ces devises-là s'appelleraient dorénavant euros. Avec cette unification, on a placé sur la même échelle des économies qui sont à la base très différentes les unes des autres. Différentes en termes de taille, mais aussi en termes de productivité et de performance. Auparavant, ces différences de taille et de performance se répercutaient sur les taux de change des devises. Une économie performante avait une devise forte, tandis qu'une économie moins performante avait une devise naturellement moins forte. Aujourd'hui, ces différences de taille et de performance ne peuvent plus se voir à travers les taux de change des devises, puisque toutes les différences sont dissimulées sous l'aspect unificateur de l'euro. Sauf que ces différences, elles existent toujours, elles sont là, elles sont réelles. Elles doivent donc se manifester quelque part. Et c'est là que j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert que ces différences peuvent très bien se voir sur les soldes du système des paiements intra-européens, qu'on appellerait aussi balance target. Aujourd'hui, une économie performante telle que l'Allemagne affiche une balance positive. Ça veut dire qu'elle est créancière vis-à-vis du reste de la zone euro, tandis qu'une économie moins performante affiche une balance négative, elle est donc endettée vis-à-vis du reste de l'euro. Jusque-là, tout est normal, le système fonctionne comme prévu. Sauf que, au moment, ce système-là offre la possibilité à de tout petits pays tels que la Grèce de s'endetter bien au-delà de la taille de leurs économies. Et c'est au moment de payer sa dette qu'une crise de la dette publique surgit.
Dans ma thèse, je propose de repenser ce système des paiements de sorte à ce que toutes les opérations de paiement soient soldées au quotidien. Ainsi, il n'y aura plus de solde positif ni négatif. Et les paiements pourront s'opérer de la même manière qu'à l'intérieur d'un seul et même pays. Et c'est là que nous pourrons dire que l'unification est accomplie. Comment ça va? Ça va. Une petite question. Vous m'avez dit que ce qui vous plaisait dans la recherche, c'était la minutie, la recherche en profondeur, trouver des résultats logiques. Et puis en même temps, je vous ai senti extrêmement intéressé par la communication, vous avez envie de parler de vos sujets. C'est quoi pour vous deux facettes de la même médaille? Absolument, absolument. Qu'il s'agisse de participer à un congrès international ou de présenter pendant 3 minutes, je pense que le degré de précision, surtout en sciences humaines et sociales, qu'on doit accorder aux mots employés est vraiment le même. On doit vraiment employer les termes qu'il faut au moment qu'il faut, sinon ça va fausser tout le sens du discours. Donc oui, c'est une démarche tout aussi minutieuse. Bien. Pari réussi, je crois. Merci. Merci beaucoup. Décidément, celui-là est mieux. J'accueille maintenant sur scène Christophe Fitamen. Vous allez nous parler de mémoire et d'enfants. En l'occurrence, quand nous avons préparé cette soirée, vous n'avez pas oublié votre âme d'enfant. Et puis, j'avais l'impression que vous aviez fait une sorte de grand écart. Quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être... Oui, je rêvais d'être astronaute, un petit peu explorer l'immensité de l'espace. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, je suis devenu psychologue, mais en même temps, j'étudie les rouages de l'esprit humain. Alors bon, je pense qu'on peut dire que j'explore un petit peu aussi, mais pas à la même échelle. Bien, décidément. On va parler avec vous, on va plonger avec vous dans les rouages de l'esprit humain. Je vous laisse la scène. Souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, était-il plus intéressant de faire des exercices en classe, ou bien préfériez-vous aller jouer dans la cour de récréation? Personnellement, j'avais un fort penchant pour la récré. Vous en conviendrez, cela peut poser quelques difficultés pour les acquisitions scolaires. Et si on faisait venir le jeu en classe, cela pourrait-il aider aux apprentissages? Chez les enfants, de 3 à 6 ans, nous savons qu'ils ont une mémoire limitée comparée aux adultes. Aussi, ils ont tendance à oublier ce qu'ils doivent faire. Dès lors, le sujet de ma thèse est, à travers le jeu, d'aider les enfants à se souvenir de leur objectif, car si nous nous souvenons de notre objectif, nous pouvons mettre en place des stratégies pour l'atteindre. Et ces stratégies, notamment, permettent de mieux mémoriser, comme par exemple en répétant en boucle l'information. Pour faire un gâteau, nous allons répéter la liste des ingrédients qu'il nous faut. Cependant, oubliez l'objectif du gâteau. Il n'y aura ni répétition, ni gâteau. Pour remettre cela dans le contexte scolaire, un enfant qui oublierait le but d'une activité, c'est un enfant qui ne mettra pas en place les comportements attendus. Mais il y a un moyen d'y remédier. C'est de donner aux enfants un indice rappelant le but de l'activité. D'ailleurs, ne faisons-nous pas une croix sur notre main pour nous souvenir de quelque chose? Eh bien, dans mon étude, la croix était un peu plus volumineuse, car j'ai aidé les enfants à se souvenir de leur objectif par cette étale de marchande. De plus, il s'agissait d'un contexte de jeu, où les enfants devaient faire les courses en allant au magasin, tout en récupérant des fruits et légumes. Le fait d'aller vers le magasin permettait aux enfants de se souvenir de leur objectif, parce qu'ils s'y rendent. Notre hypothèse était qu'en aidant les enfants à se souvenir de leur objectif, ils allaient pouvoir utiliser des stratégies de mémorisation, et donc améliorer leur mémoire. Pour analyser si cette situation de jeu
et bénéfique aux enfants, nous l'avons comparé à une situation d'exercice plus type classe, où les enfants attendaient, assis, sans magasin, pour rappeler une liste de mots. Eh bien, nous n'avons pas observé l'effet d'aide du jeu. Les enfants n'étaient pas meilleurs dans cette situation. Ils ne rappelaient pas plus de mots. Pire, ils oubliaient les mots en marchant. Eh bien, moi qui préfère aller en récréation, je pense que j'ai quand même bien fait d'aller en classe. Et je ne saurais que trop vous conseiller de garder vos enfants assis et immobiles pour qu'ils apprennent leurs leçons. Cependant, nous n'en sommes qu'au balbutiement des recherches dans ce domaine. D'autres pistes sont à explorer, notamment laissant plus de liberté dans le jeu aux enfants. Et je terminerai ainsi en citant Voltaire. « Père, de vos enfants, guidez le premier âge. Ne forcez point leur goût, mais dirigez leurs pas. » Merci. Même avec un peu d'avance. Alors, vous êtes le premier à qui je vais poser la question. Alors, Tata Jeannette, Tata Suzanne, comme on veut. Qu'est-ce qu'elle dit quand vous lui expliquez votre sujet ? Allô, oui, Tata Jeannette. Donc, je lui explique mon sujet sur le maintien du but, se souvenir de son objectif. Et Tata Jeannette, elle me dit que je pourrais essayer de lui faire comprendre le comportement de Tonton. Parce que Tonton, quand Tata envoie Tonton chercher des baguettes, finalement, Tonton, il revient avec 2 bouteilles de rouge. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça que... Elle a encore à apprendre. Merci beaucoup. Des recherches qui ont de l'avenir. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des doctorants qui viennent de loin. Et là, je vais vous présenter quelqu'un qui arrive de loin, qui vient faire des études tout à fait particulières à l'université de Fribourg. Et puis alors, elle ne s'est pas perdue en chemin. Elle a gardé son rêve d'enfant. J'accueille sur scène Rafaela Garbin. Donc je viens de le dire, vous avez grandi au Brésil, vous avez commencé vos études là-bas, et puis depuis toute petite, vous avez une passion. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, bonsoir à tous. Comme Farida a dit, à l'âge de 9 ans, je disais déjà que j'aimerais devenir biologiste des tortues. Et bien, je n'ai pas changé d'avis depuis là. J'ai pensé à c'est à cause que quand j'étais enfant, j'avais eu 3 tortues chez moi, ces petites tortues de Floride que beaucoup de monde connaît. Et ça m'a rendue passionnée des tortues. Et bien, je suis là. Donc il y a des rêves d'enfants qui se réalisent à l'université de Fribourg. Mais c'est joli ça à dire. Eh bien, on va vous suivre dans ce rêve-là et je vous laisse. Vous avez 3 minutes pour nous faire partager ce rêve. Quand j'étais enfant, j'avais une tortue. Un beau dimanche, je suis sortie avec ma famille et quand nous sommes rentrés, je n'ai pas trouvé ma tortue. En fait, elle est tombée du balcon et a fait une chute de 50 mètres. Ma tortue est morte, mais sa carapace intacte. À ce moment-là, la petite scientifique en moi se demandait comment la carapace peut être si résistante. D'où vient la carapace? La carapace est une partie du squelette des tortues. Nous, les humains, avons les côtes ici, entre les bras et les jambes. Les tortues ont leurs côtes au dos. Leurs côtes sont plus larges et sont liées avec une plaque d'environ 60 os. Même si ça fait plus difficile de marcher avec, la carapace offre une merveilleuse protection. Protection si bonne qui est là depuis les temps où des dinosaures géants marchaient sur la planète. La carapace est aussi adaptée à différents environnements. Par exemple, les tortues terrestres des Galapagos ont une grande et lourde carapace. Les tortues marines ont une carapace plus fine et légère qui leur permet de nager plus facilement. Chaque espèce de tortue a une carapace différente. Et c'est en étudiant ces différences qu'on peut découvrir leur évolution, leur écologie et même leur sexe.
Plus, en sachant quelles sont les variations et adaptations des tortues vivantes, on comprend les tortues du passé. Moi, j'étudie l'évolution des tortues géohémidides, les plus grands groupes des tortues vivantes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'évolution? Cette idée que les espèces changent leur forme et leur ADN à travers le temps. Dans ma thèse, j'ai examiné 400 carapaces de tortues. Des tortues fossiles du Vietnam de 34 millions d'années aux tortues actuelles de l'Amazonie. J'étudie chaque détail de chaque os, de chaque carapace, de chaque espèce, et je les ai comparées d'une espèce à l'autre. Avec ces informations, je peux dire qu'est-ce qui a changé dans la carapace à travers le temps, quelles sont les espèces plus proches entre elles et comment elles se sont adaptées pour vivre au Vietnam et en Amazonie. Pour moi, le plus incroyable, c'est de voir qu'après 200 millions d'années de l'évolution, la carapace des tortues n'a pas beaucoup changé. Mais pourquoi modifier une structure qui est tellement bien adaptée, n'est-ce pas? Jean de La Fontaine n'avait-il pas raison? Chez les tortues, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ça va? Raphaëlla, vous me disiez que ma thèse en 180 secondes, pour vous, c'était un double défi. Vous pouvez nous en dire aussi un peu plus là-dessus? Oui, alors je pense que pour tous les autres doctorants, c'est déjà un défi pour parler plus de 3 ans de travail en 3 minutes. Mais pour moi, quand je suis arrivée à Fribourg, je ne parlais pas un mot de français. Et alors, c'est un défi de la langue aussi pour moi. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis là depuis 3 ans. Bravo. Félicitations. Je ne sais pas si c'est 1 sur 2, on a parlé de cohérence. Hein. Il y en a un qui a abandonné son rêve d'être astronaute pour plonger dans les tréfonds de l'âme humaine, une autre qui a suivi son rêve d'enfant. Maintenant, j'accueille Philippe Humbert. Et vous, alors, c'est le grand écart. Vous pouvez m'en dire un peu plus de ce qui s'est passé depuis que vous étiez petit? Alors oui, quand j'étais petit, comme je vous l'ai dit, je voulais devenir pompier et vétérinaire. Et j'ai pas trouvé cette formation, ni à l'université. Alors vétérinaire, oui, et puis pompier, oui, mais c'était compliqué. J'avais demandé de faire un apprentissage avec. Puis bon, après, je suis devenu allergique au feu. Et puis j'ai peur des araignées. Voilà. Désolé. Et donc aujourd'hui? Et aujourd'hui, je me suis réfugié donc dans des bibliothèques pour étudier les langues, le rôle et le statut des langues dans la société. Mais il faut aussi sortir des bibliothèques pour faire ça en fait. Donc c'est passionnant. À vous la scène. Merci. À votre avis, dans cette salle, combien y a-t-il de bilingues? Selon la statistique officielle suisse, 18% des habitants sont bilingues. Selon la statistique officielle suisse, 64% des habitants sont bilingues. Oui, ces 2 chiffres existent, et ce grand écart reflète des enjeux politiques. Imaginez un instant que vous puissiez disséquer un graphique avec un scalpel pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Derrière les chiffres, vous apercevez des statisticiens, des linguistes, des politiciens, des enquêteurs et des gens comme vous. Chacun a sa propre idée de ce que ça signifie être bilingue. Dans ma thèse, j'analyse comment ces idées sont débattues avant, pendant et après la réalisation d'un sondage officiel. Figurez-vous que tous ces gens conçoivent le bilinguisme très différemment. Pour les uns, le bilinguisme s'apparente à un super pouvoir. C'est le fait de penser dans 2 langues et de les maîtriser parfaitement. Seuls 18% de la population tomberait dans cette catégorie. Pour les autres, le bilinguisme englobe
toutes vos habitudes linguistiques, y compris le fait de regarder Game of Thrones en anglais une fois par semaine sur Internet, soit 64%. Mais pourquoi réaliser 2 statistiques du bilinguisme ? Avec les langues dans lesquelles on pense, les autorités cherchent à vérifier les mouvements et l'intégration des individus d'une région linguistique à l'autre. Par exemple, si Roger Federer déménage à Genève, on pourra constater qu'il y a un Suisse allemand de plus au bord du lac. Roger parle très bien le français, mais il pense probablement plutôt en allemand. Dans un pays qui cherche à promouvoir le bilinguisme, à encourager la cohésion nationale, c'est pas terrible d'envoyer Federer au vestiaire. D'où les 64% qui prouvent que la majorité des Suisses, comme Roger, communiquent entre eux, ou qu'ils regardent Game of Thrones. Vous l'avez compris, faire des statistiques n'est pas un exercice complètement neutre. Dans ma thèse, je démontre que les manières de compter les langues traduisent des intérêts politiques. Quand on vous pose des questions sur les langues, on cherche à savoir d'où vous venez, où vous allez, et si vous êtes bien intégré dans la société. En répondant à ces questions, vous aussi, vous racontez que vous avez parfois plusieurs origines, ou vous exprimez votre sentiment d'être intégré ou pas. Alors, à votre avis, dans cette salle, combien y a-t-il de bilingues ? La réponse n'est pas seulement linguistique et mathématique, elle est aussi politique et sociale. Merci. Aussi un peu d'avance. Vous pouvez m'expliquer cette passion pour les statistiques Pourquoi vous avez besoin de comprendre tous ces chiffres ? Alors, disons, c'est pas seulement les chiffres qui m'intéressent, c'est justement d'aller regarder derrière, comment, dans les coulisses, ce qui se passe. Donc, on a collaboré avec l'Office fédéral de la statistique de Neuchâtel, hein, et puis ça m'a permis de voir que quand on fait des statistiques de population, il y a des conséquences sur ce qu'on va représenter de la population, donc ce qu'on va montrer. Est-ce qu'on va montrer qu'il y a, est-ce qu'on souhaite, quel aspect du bilinguisme on souhaite montrer ? Et c'est passionnant parce qu'ils ont des discussions, ils ne doivent pas seulement discuter entre mathématiciens comme on pourrait l'imaginer dans des bureaux obscurs. Ils ont des très beaux bureaux d'ailleurs à Neuchâtel. Hein. Et puis, non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent vraiment aussi le contact avec d'autres chercheurs, mais aussi avec des fonctionnaires ou des politiciens. Donc on est vraiment à la croisée d'enjeux sociaux et scientifiques et politiques. Et c'est passionnant aussi d'aller voir de temps en temps derrière ce que vous voyez tous les jours. Merci pour cette plongée dans l'univers des chiffres. Vous allez nous dire plus tard, autour d'un verre, vous nous direz tout à l'heure si la prochaine intervenante est bilingue ou pas. On a accueilli Raphaël Agarbine tout à l'heure qui relevait un défi de la langue, mais je crois que notre prochaine candidate aussi a pris sur elle. Je suis ravie d'accueillir sur scène Raël Meyer. Alors, Raël, je ne vais pas lire votre titre de thèse à haute voix, mais par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment on part du Camposanto à Pise, qui je crois vous a beaucoup marqué, à étudier une ancienne légende dont on n'a pas entendu parler depuis... Enfin, qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, ma thèse, c'est sur le Camposanto à Pise. Et le Camposanto de Pise a déjà la légende de la Terre Sainte ou la légende de l'Akeldama que je vais vous présenter les raisons pourquoi elle est née, cette légende. Alors, je vais parler de la part de ma thèse que j'ai déjà finie, c'est déjà écrit, et ce que passe après, avec la légende à Pise, c'est pas encore tout écrit, alors je vais pas risquer quelque chose ici.
On garde donc une part de mystère. Vous revenez dans 2 ans. Oui. Pour la fin. Je vous cède la parole et la scène. Merci beaucoup. Je ne suis pas bilingue. Maintenant, il doit être... Ah oui. Vous voyez la photo de l'Akeldama de Jérusalem. Comme vous voyez dans le sketch en haut, c'était un cimetière très particulier. Et au XIVe siècle, on a un pèlerin qui le décrit, l'architecture, pour la première fois. Et il dit qu'il y ait une cave naturelle avec un annexe d'une maçonnerie, avec un toit et des ouvertures. Et par cette ouverture, on jette les morts. Maintenant, il continue et dit, tous les morts qui sont jetés là, après 3 jours, il ne reste que les os. Est-ce que vous pouvez le croire? Non. Bien. Alors, au Moyen-Âge, c'est un peu différent. On a croyé en ce genre de miracle. Et maintenant, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une telle décomposition des corps assez rapide? Et j'ai trouvé la clé, et ça c'est pas mal. Alors, je suis heureux de vous présenter ça, parce que la clé est la localisation de ce endroit, parce qu'au XIIe siècle, quand les chrétiens avaient le contrôle sur Jérusalem, le Hager Acheldemach, ce lieu ici, c'était localisé dans un autre endroit, beaucoup plus proche de la mur de la ville. Et ça signifie par conséquence que ce n'étaient pas les chrétiens qui ont construit ça au XIIe siècle parce que ce n'était pas là. C'était les musulmans qui viennent après. Et pour eux, c'était une manière très pragmatique d'éliminer les cadavres des morts qu'ils n'en avaient pas besoin. Imaginez-vous maintenant les pèlerins qui viennent et sont choqués par le fait comment on traite les morts, parce que c'est terrible. Ils pensent au l'au-delà de l'âme. Alors, ça doit être un choc, comme je dis. Et je pense que cette situation historique donne le terrain fertile pour l'idée d'une décomposition très vite des cadavres. Parce qu'on peut s'imaginer, comme quelqu'un dit, ne vous inquiétez pas, ils sont jetés là-bas. Mais ça, c'est la Terre Sainte. C'était acheté avec les 30 argent de Jude. C'est un lieu saint. Et vous pouvez imaginer que les âmes d'eux qui sont enterrées dans la Terre Sainte ont un profit spirituel. Bravo. Vous êtes sur scène ici un peu comme chez vous. Hein. L'année passée, vous avez participé au Science Slam à Zurich. Aujourd'hui, vous tentez 3 minutes en français. Le mois prochain, je crois savoir que vous monterez sur scène pour jouer une pièce de théâtre pour la première fois. Aussi un rêve de petite fille. Moi, je connais tous les rêves de petites filles et de petits garçons des candidats. C'est important pour vous de lier votre passion pour la recherche avec votre passion pour la scène? Oui, tout à fait. Je crois que la jury déjà a fait une très bonne parole en début, car c'est très important de communiquer ce qu'on fait. Comme vous savez tout, si on fait des recherches, on a des résultats, mais on ne communique pas ces résultats ou on communique dans une langue que personne ne comprend, ça ne sert à rien. Alors, je me suis inscrite quand je ne savais pas que c'est un mois extrêmement dur pour moi. Alors, je me suis inscrite. Après, j'ai pensé, pourquoi je fais ça? Et maintenant, je sais pourquoi je fais ça, parce que ça, c'est du adrénaline, c'est cool. Oui, ça me plaît. Le public, c'est génial. Les gens qu'on rencontre ici. Oui, c'est important. Merci. Je vous laisse retomber l'adrénaline.
J'accueille maintenant sur scène Anne-Raphaël Richaud. Racontez-nous un petit peu, Anne-Raphaël. Je crois qu'à la base de votre thèse, il y a une très jolie rencontre, suivie par beaucoup d'autres jolies rencontres. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez ça. Oui, alors tout d'abord, bonsoir à tous. Oui, effectivement, il y avait une très belle rencontre au début de ma thèse. Je suivais un cours, j'étais en master, donc je suivais un cours où le professeur a présenté un cas d'une patiente qui souffre d'importantes lésions cérébrales. Elle est prosopagnosique, donc c'est un trouble où la patiente en fait est incapable de reconnaître des visages familiers. Et j'ai trouvé ce trouble extrêmement intéressant. C'était vraiment toute l'histoire de la patiente, en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était à Londres, elle a voulu traverser la route, elle a regardé du mauvais côté parce qu'à Londres, les voitures viennent de l'autre sens. Et elle a été frappée par un bus. Et suite à cet accident, elle a eu ces lésions cérébrales importantes. Et c'était vraiment un cas spectaculaire parce qu'elle est incapable de reconnaître son mari, ses enfants, puis même sa propre photo sur des photographies. Et donc, j'ai voulu la reconnaître, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai voulu la rencontrer. Et j'ai eu cette chance-là et c'est grâce à elle, en fait, qu'après, j'ai décidé de faire un doctorat. Et ça, c'était la première rencontre. Puis après, les autres rencontres qui ont suivi, en fait, c'est des rencontres où j'ai étudié d'autres participants, des personnes âgées notamment. Et derrière chaque participant, c'est vrai que quand on étudie, quand on fait des résultats de groupe, on ne pense pas aux individus à part entière. Et en fait, derrière chaque participant, il y a une histoire particulière. Et donc, toutes ces rencontres, elles me resteront pour toujours et elles m'ont beaucoup touchée. Donc, voilà. Donc je vous propose maintenant, vous, d'aller à la rencontre d'Anne-Raphaël. Merci. Ce soir, quand vous êtes arrivés ici, vous avez vu vos amis, vous avez vu vos collègues et vous avez reconnu leurs émotions. Ils étaient peut-être heureux ou bien peut-être qu'ils étaient surpris de vous voir. Et même si ça vous semble peut-être être quelque chose de très facile de reconnaître les émotions de vos amis, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué au niveau du cerveau, puisque ça implique un grand nombre de régions cérébrales. C'est un traitement qui est tellement compliqué qu'actuellement, les systèmes d'intelligence artificielle sont incapables d'avoir d'aussi bonnes performances que les humains. Et en plus de tous les visages, et de tous les visages dynamiques que vous voyez autour de vous, vous êtes également tous les jours exposés à des visages statiques, à des photographies, sur Facebook par exemple, Instagram. Et pourtant, si vous réfléchissez, vous vous rendez compte qu'une exposition à ces visages statiques est quelque chose qui est extrêmement artificiel. C'est quelque chose, quand on pense, c'est quelque chose qui est apparu très récemment au cours de l'évolution, avec d'abord l'apparition de la peinture et ensuite de la photographie. Et c'est également quelque chose qu'on apprend pendant le développement. À la naissance, un enfant n'est pas exposé à des visages statiques, mais bien à des visages qui sont dynamiques. Donc le but de ma thèse a été de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on a ces deux différents types d'exposition. Si au niveau du cerveau, on a une dissociation, c'est-à-dire une voie qui est responsable du traitement des visages statiques, et puis une autre voie responsable du traitement des visages dynamiques. Pour répondre à cette question, j'ai tout d'abord étudié la patiente dont je vous parlais avant. Je lui ai présenté des visages statiques et des visages dynamiques qui exprimaient différentes émotions que je lui ai demandé de reconnaître. Et mes résultats ont montré que la patiente était tout à fait capable de le faire avec les visages dynamiques, mais par contre, elle était incapable de le faire avec les visages statiques. Donc ces résultats ils suggèrent qu'on a bel et bien cette dissociation au niveau du cerveau, avec ici la voie du dynamique qui fonctionne chez la patiente, alors que l'autre voie, la voie du statique, ne fonctionne plus à cause de ces lésions cérébrales. Je me suis alors demandé si cette voie du statique serait beaucoup plus sensible chez les individus qui ont un système visuel fragile, puisque comme je vous l'ai dit, elle est apparue bien plus récemment au cours de l'évolution et qu'elle est également apprise au cours du développement. Donc j'ai à nouveau présenté des visages statiques et dynamiques, mais cette fois à des participants qui étaient âgés entre 4 et 96 ans. Et mes résultats ont montré que les jeunes enfants et les personnes âgées qui ont effectivement un système visuel qui est beaucoup plus fragile ont de grandes difficultés à reconnaître les expressions statiques, alors que leurs performances sont tout à fait normales avec les visages dynamiques. Qu'est-ce que ces résultats montrent? Ces résultats montrent qu'on a à nouveau cette dissociation, avec ici la voie du statique qui est beaucoup plus sensible à la maturation cérébrale et puis au déclin cognitif. Ces résultats ont d'importantes implications, puisqu'actuellement dans la pratique clinique,
quelques millisecondes. Mais on va quand même finir sur un joli mot. Parce qu'on a parlé des tatas plusieurs fois ce soir. Et votre tata, je trouve qu'elle avait la plus jolie réaction du monde à votre sujet de thèse. Si vous arrivez à le dire en VO, ça serait vraiment parfait. Alors effectivement, la tata, c'est une des participantes qui a participé à une de mes recherches, donc une personne âgée. Et elle a vu tous ces visages statiques, ces visages dynamiques. Et un jour, à la fin d'un test, elle m'a dit, grâce à tes recherches, maintenant je suis capable de voir si une personne sourit seulement avec les yeux ou vraiment avec le cœur. Merci, Anne-Raphaël. J'aimerais que vous applaudissiez encore une fois tous nos candidats. Vous l'avez vu, c'est pas une performance facile. Ils ont tous travaillé comme des fous pour être là ce soir. Maintenant, c'est à votre tour de jouer. C'est à votre tour de jouer. Les 4 en face vont aller se retirer. Ils vont travailler, ils vont débattre. Je sens que la discussion va pas être facile. Et puis vous, je vous invite, comme annoncé tout à l'heure, à sortir de la salle, à voter pour les candidats. Votez, buvez un verre et revenez dans une vingtaine de minutes. Et j'aimerais que vous fassiez une ovation pour Philippe Imbert. Félicitations. Ça fait quoi? Ben, j'ai pas l'habitude en fait. D'habitude, je présente des éléments de ma thèse en 20 minutes devant un parterre de 5 à 20 personnes. Et puis, en général, à la fin, ils font « Ah oui, c'est intéressant ce que vous avez raconté. » Mais là, ça fait vraiment chaud au cœur après toutes ces années d'avoir un retour comme ça. Merci. Merci Philippe. Ça veut dire que vous avez convaincu vraiment la foule et ça veut dire que l'exercice est extrêmement réussi. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre siège. Et maintenant, je vais céder la parole au représentant du jury qui va vous dire lui-même qui a reçu les 3 prix et qui reçoit le ticket pour la finale suisse. Alors, j'ai cette lourde tâche de porter ce message. On a eu cette tâche difficile parce que vous étiez bons, aussi parce qu'il y a des règles dans ce concours-là, et puis qu'il y a une limite de temps, il y a ce genre de choses, et puis aussi parce que c'est l'avant-dernière étape, il y a une finale là quelque part, et puis on a aussi essayé de se projeter dans cette finale et voir comment... qui aurait peut-être le plus de chance à défendre les couleurs fribourgeoises ici, en terre fribourgeoise. Donc c'était un peu tout ça qui nous a occupés. Et donc, on va commencer par la 3e place. Et la 3e place revient à Yaya Bouteflouché. Bravo. Alors, peut-être juste un petit mot sur ce qui nous a fait choisir ça. Peut-être presque le fait de s'être inscrit quasiment le jour de l'arrivée. Non. Vous avez su synthétiser votre message, faire comprendre quelque chose de complexe, des éléments qu'on n'a jamais compris, qui d'un coup prennent du sens. Ça, en 180 secondes, c'était vraiment excellent. Bon orateur. On a même évoqué que votre voix faisait même penser à une émission qu'on connaît tous, Il était une fois la vie, ou comme ça, le narrateur. Mais cette qualité pédagogique qu'il y a dans cette série,
On l'a un peu retrouvé dans votre voix. Donc, Merci. vous avez un bel avenir là de vulgarisateur. Et puis, vous avez aussi une bonne présence sur ce tapis rouge. Donc, bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va passer au numéro 2. Et le numéro 2, vous le connaissez déjà ici en haut, c'est Philippe Imbert. Tout droit sorti des bibliothèques pour fuir les araignées. Une très belle présence scénique, vraiment une manière d'occuper cet espace, de l'occuper pour communiquer. Une interaction avec le public qui était très soutenante par rapport au message, une manière de faire participer les gens. Et puis là aussi, le bilinguisme, quelque chose qu'on pourrait penser qui est évident, de faire montrer, de partir d'un sujet évident, arriver en se disant, mais en fait, c'est pas si évident, mais on comprend quand même comment. Bravo. Merci. Et premier prix, Raffaella Garbelli. Profitez. Alors, c'est pas parce qu'elle s'appelle Raffaella, hein, c'est juste une scène juste magnifique. Je fais un petit aparté, mais il y a 3 Raphaël dans cette. Aujourd'hui, j'ai jamais vécu ça. C'est étonnant. Ok. Raffaella, vous nous avez embarqué dans votre histoire. Du moment que cette tortue est tombée, on voulait tout savoir. Non, c'est toujours pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle est morte, quoique, en tant que médecin, je sais. Mais par contre, alors, d'avoir su rendre quelque chose d'aussi sec qu'une carapace de tortue, aussi vivant que ça, c'est absolument incroyable. Donc, bravo. Je pense que vous nous avez touchés humainement avec cette histoire, et en nous touchant humainement, vous avez réussi à nous raconter en fait la science derrière. Ça, c'était vraiment super. Bravo. Encore un énorme bravo à vous 3. On ose vous demander comment on se sent. Ça va ? Oui, ça va, mais franchement, le fait de participer, c'est déjà un grand plaisir. Mais de là à être sélectionné par le jury, un grand merci à vous. Et ça me fait plaisir d'avoir pu partager un moment et partager quelque chose. Et j'espère que je vous ai fait parvenir quelque chose ce soir. Merci à tous, merci. Merci à vous. 2 prix. Je répète la question, il n'y a rien d'autre à dire. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Merci beaucoup au jury et au public. Pour moi, c'est carton plein. J'ai vraiment besoin de vous. Je crois que je reviens, en fait, c'est ça ? Je dois revenir, en fait. Je dois refaire. Je dois repasser par ça. Avec plaisir. Et puis, venez, parce que je vais peut-être modifier 2-3 trucs.
Raphaëla, la petite tortue qui grandit. Je pose la même question, on ne va pas chercher midi à 14h. Comment ça va? Oui, ça va bien. Si je peux dire quelques mots? Oui. Oui. Bien, je pense que pour nous, tous doctorants, parfois, il est beaucoup difficile de parler de notre sujet. Et parfois, quand j'étais dans des conférences, je me sentais plutôt jugée, plutôt cette atmosphère de compétition. Et cette atmosphère qu'il y a dans l'académie, ça ne me plaît pas. Et quand j'ai trouvé la vulgarisation, que c'est de parler avec les corps pour les gens, ça c'est ce qui m'était vraiment passionnée et j'espère continuer avec ce métier après le doctorat. Merci Raphaëla. C'est presque fini. Je vous invite à vous décaler un petit peu vers la droite. J'aimerais accueillir encore une fois tous les candidats sur la scène parce que vous avez vraiment tous mérité nos applaudissements.